Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Noémie Calais, éleveuse de porc noir dans le Gers et co-autrice avec Clément Auzé d'un livre paru aux éditions Tana intitulé « Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse ». Bonjour Noémie Calais. Bonjour. Donc vous étiez plutôt destinée après Sciences Po à une carrière internationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'ai commencé à vadrouiller dans des grandes villes, à aller à Hong Kong et puis à Londres. On était en 2014-2015 à peu près. Et j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que je ne pouvais pas rester en ville. Donc le destin m'a menée à la campagne. Et là, j'ai remis les mains dans la terre et je me suis très rapidement reconnectée au végétal, à l'animal et au milieu agricole. Formation agricole pour basculer de Sciences Po à... Oui. Déjà, se former en agricole, ça prend énormément de temps. Donc j'ai fait une formation officielle qui s'appelle un BPREA, qui permet ensuite de s'installer avec les aides de l'État dans ce milieu-là. Et évidemment, énormément de stages, une formation également en découpe, boucherie, charcuterie, afin de pouvoir tout faire. Pourquoi le porc ? C'est un animal qui est très sympa, très joueur, avec lequel on peut développer une affinité très forte. Et ça s'est un peu imposé. Parfois, on a des coups de foudre dans la vie, ça ne s'explique pas. Ça a commencé quand, donc ? L'installation agricole en 2018, D'accord. très exactement. Et il y a eu plusieurs années de formation avant cela. Ouais. Et vous en sortez financièrement ? C'est pas facile, l'équilibre économique dans le milieu agricole, surtout dans les premières années où on va faire beaucoup d'erreurs, où on a énormément d'investissements et tous les petits investissements qu'on n'avait pas prévus. Donc c'est pas simple. Je commençais à m'en sortir avant que 2022 nous impose des hausses du prix du grain, des hausses du prix du pétrole. Donc là, je suis en train de revoir tout mon modèle afin de réduire ces dépendances-là et réduire le coût de production de chaque cochon et de mon activité. Parce que là, vous vous tirez un salaire de combien à peu près par rapport à ce que vous auriez pu gagner dans l'international? Alors ça, on n'en parle même pas. Mais en tout cas, quand on s'installe agriculteur, on fait un plan de développement économique sur 4 ans et on vise un SMIC au bout de ces 4 ans-là. D'accord. Sur un travail à temps plein qui généralement est un temps plein de beaucoup plus de 35 heures. Là, on est bien d'accord. C'est clair. Et moi, je ne suis pas encore au SMIC, clairement, je suis en dessous. Donc ça oscille entre 300, 400, 500 ou alors 800 € les mois où ça va mieux. En comptant les subventions à l'agriculture ou c'est vraiment... Non, sans subvention. Moi, je suis sur un métier et une superficie qui sont très très peu subventionnés. En fait, le porc et la volaille, historiquement, étaient considérés comme des productions hors sol, donc qui se faisaient dans des gros bâtiments. Donc quand on travaille en plein air, on a vraiment très très peu de subventions. Donc vous faites le choix du bio, du plein air pour vos animaux, avec combien de porcs au départ et vous allez diviser par 2 à la fin? Là, j'ai beaucoup réduit, oui, mais mon but, c'était de pouvoir faire les naissances, l'engraissement, la découpe et toute la vente directe derrière. Et j'étais sur un système où j'avais 6 truies, un verra, ce qui me faisait à peu près 70 cochons à l'engraissement, que j'emmenais régulièrement à la salle de découpe et puis ensuite au marché. C'était un cheptel important. Et là, j'ai réduit, je me concentre sur les naissances, parce que j'aime vraiment donner la vie. Et je vends des porcelets à d'autres éleveurs qui ont eux-mêmes des petites fermes très vertueuses avec tout un équilibre animal-végétal. Donc en ce moment, on va dire que j'ai une dizaine de truies et une bonne quinzaine, vingtaine d'animaux à l'engraissement. Vous êtes seul Alors, je suis sur une ferme collective, donc on se donne des coups de main, donc ça me permet de partir de temps à autre, comme pour venir ici à Paris pour parler, donc on s'entraide. Mais sinon, sur la majeure partie de l'activité porc, oui, je fais ça toute seule. D'accord. Donc ce livre, Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse, c'est un peu pour réconcilier ceux qui aiment la bonne cochonaille et ceux qui sont véganes, végétariens ou pas ? En fait, on pense on en a beaucoup parlé au cours de l'élaboration du livre avec Clément, mon co-auteur, qui lui est beaucoup plus végétarien, urbain, et qui, à la fin de ce livre, a décidé de devenir paysan. En fait, il y a une troisième voie entre l'agriculture industrielle, l'élevage industriel qui détruit tout sur son passage, ces écosystèmes, les animaux, pour moi, vraiment, il n'y a rien qui va dans l'élevage industriel, c'est catastrophique, et le véganisme qui va apporter une réponse totalement opposée et vouloir se libérer de tout rapport à l'animal. Je pense qu'il y a une troisième voie qui apporte un rapport sensible à l'animal et qui prend en compte la complexité de nos écosystèmes. Sur notre ferme collective, on travaille beaucoup en équilibre entre l'animal et le végétal. Donc le fumier de mes animaux va servir à fertiliser les terres céréalières, va servir à fertiliser les terres maraîchères, et en échange, mes animaux vont, eux, manger les résidus. Du circulaire. Voilà, c'est ça, on va faire du circulaire. Mes animaux vont manger le petit lait de la fromagerie, les déchets végétaux du maraîchage, de la production de boissons végétales. Alors cette alternative, elle est extra minoritaire. Oui, c'est
95% des porcs sont en élevage en intensif. batterie, absolument. Ouais. Oui. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très peu. Ouais. Et je reviens un petit peu au débat sur le véganisme. Moi, ça me rend très triste parfois quand des véganes viennent me voir et dire « Oui, mais enfin, ça va pas du tout ce que tu fais, tu tues des animaux. » J'ai envie de dire « Mais est-ce qu'on pourrait pas ensemble aller vers l'énorme problème qui est là, celui de la production industrielle Comme on peut voir sur les images. Oui, voilà, c'est terrible. Et on ne devrait même pas, je rejoins des chercheurs comme Jocelyne Porcher, par exemple, on ne devrait même pas, pour moi, appeler cela un élevage. L'élevage, c'est une tradition millénaire de rapport sensible à l'animal qui a lieu sur tous les territoires du monde. Et c'est historique. Mais par contre, là, quand on... Bon, voilà, pour moi, c'est pas de l'élevage, c'est de la production animale. Les animaux sont considérés comme des facteurs de production, comme du minerai. C'est terrible. Mais vous n'avez pas le système avec vous. C'est-à-dire que le système génère des normes qui vont à l'encontre du modèle vertueux que dont vous faites la promotion. Et oui, absolument. Et ça, je pense que c'est important de bien s'en rendre compte. Jusqu'à il y a quelques temps, on pensait que les deux modèles pouvaient coexister, c'est-à-dire l'industriel d'une part, et puis nous, à côté, avec nos petits modèles vertueux, on pensait que ça marchait bien. Et en fait, non, puisque le modèle industriel a une force de négociation et de lobbying qui est telle que les normes qui sont élaborées correspondent à son modèle d'élevage et empêchent le nôtre d'exister. Ce qui est flagrant, comme exemple, ça a été la claustration obligatoire des volailles. Ça, c'était fin 2021, dans le cadre de la gestion de la grippe aviaire. Il a été impératif pour tous les éleveurs de France, gros comme petits, d'enfermer leurs volailles. Donc si on était en bio, en label rouge, label de qualité, ben non, du jour au lendemain, en élevant en plein air, on est devenu de dangereux terroristes sombrant dans l'illégalité. On mettait en danger la filière. Ouais. Exactement. Et apparemment, la vie des consommateurs et la santé de nos animaux, etc. Mais nous, on est à l'opposé de ça. On a une démarche holistique qui va prendre en compte le bien-être de l'animal, parce qu'un oiseau, pour moi, c'est pas fait pour vivre enfermé. Bien au contraire, son immunité se réduit. Les contaminations de la grippe aviaire chaque année commencent dans des énormes élevages, se diffusent comme une traînée de poudre, et c'est aussi dans ces élevages-là, avec des animaux à génétique identique, qu'on va se retrouver à avoir des flambées de mutations. Et la grippe aviaire, c'est très dangereux. Je ne suis pas en train de minimiser le risque, c'est peut-être la prochaine grande pandémie humaine. Simplement, et du coup, vous avez enfermé aussi vos porcs ? Non. Vous aviez l'obligation ou pas ? Alors, pour les porcs, c'est pas encore arrivé l'obligation, mais ça cascade. On appelle ça les normes de biosécurité, c'est tout un package. Et pour la volaille, ça a commencé en 2015-2016. En porc, on a commencé à avoir des premières obligations en 2018-2019 avec la peste porcine qui arrivait aux frontières de la France. Mais c'est à chaque fois la même logique qui est demandée par l'État, c'est-à-dire de surveiller, tracer, enfermer, stériliser, désinfecter. Sauf que nous, quand on travaille en plein air, on est sur des équilibres, équilibres de flore, des équilibres immunologiques. Nos animaux ont une immunité qui est très forte. Et sur la grippe aviaire, ce qui a été très fort les années précédentes, c'est qu'il y a très très peu d'élevages plein air qui ont été contaminés. Il y a beaucoup plus d'élevages plein air qui arrêtent et qui souffrent à cause des normes qu'à cause de la maladie elle-même. Voilà. Alors, le choix que vous avez fait avec un collectif aussi de paysans et de paysannes sur place, c'est de désobéir. Exactement. Comment ça se pratique, la désobéissance? Déjà, les éleveurs, on n'est pas habitués à ça. On est habitués à faire notre métier, à travailler. On voulait juste continuer à travailler en paix. Et quand cette norme sur la claustration est arrivée, on s'est rendu compte que c'était quand même important et grave. Et on en a parlé aux consommateurs autour de nous. Et comme on est en vente directe, on a un gros réseau de consommateurs très mobilisés pour le bien manger et le bien vivre ensemble. Et on a créé cette association qui s'appelle Sauve qui Poule, sur le modèle d'une autre qui existait déjà dans le Vaucluse, et qui regroupe des consommateurs et des éleveurs pour parler ensemble de la façon dont on veut faire contrat social alimentaire sur notre territoire et dire, ben voilà, on ne veut pas enfermer nos animaux parce que c'est ça qui les rend malades et pas l'inverse. Et on veut continuer à soutenir les éleveurs qui vont désobéir. Donc il y a plein d'éleveurs qui ont désobéi, qui ont parlé dans les médias, qui ont dit qu'ils n'allaient pas enfermer leurs volailles. Pour beaucoup d'entre eux, il y a eu des rappels à la loi, des mises en demeure avec des amendes complètement faramineuses. Je vous laisse imaginer 750 € par jour par volaille, ce que ça peut faire sur le moral d'un éleveur qui reçoit la lettre. Ouais. C'est très compliqué. Et il y en a qui pètent les plombs. Ah, il y en a plein qui pètent les plombs. Il y a eu des burn-out à la chaîne. 2022, ça a été terrible. Et manque de chance, ce sont des éleveurs qui sont isolés à la campagne et les fermes s'éteignent dans le silence des campagnes. Si ça se passait dans une grande entreprise, ce nombre de burn-out à la chaîne, il y a bien longtemps qu'on en entendrait beaucoup plus parler sur les grandes ondes. Donc je suis bien contente de pouvoir en parler aujourd'hui. Ah, et ça a donné quoi concrètement? Est-ce qu'on vous a entendu au ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'on a allégé les normes en fonction du nombre d'animaux, Les normes n'ont pas encore été allégées malheureusement, mais les associations
associations Sauve qui Poule ont essaimé, il y en a beaucoup plus sur le territoire français, il y en a 13 à peu près, et on s'organise en réseau pour porter des voix communes. Donc ça prend du temps parce qu'on est quand même majoritairement éleveurs. Il faut qu'on trouve le temps à côté de faire tout ce combat militant. Donc c'est un combat qui va se faire sur le temps long. On a été entendu il y a très peu de temps par des parlementaires qui travaillent sur un rapport d'enquête sur la gestion de la grippe aviaire de l'année dernière, qui, soit dit en passant, a été catastrophique. Il y a eu plus de 20 millions de volailles abattues, notamment énormément de volailles saines, services de l'État dépassés. Des éleveurs ont été obligés d'abattre eux-mêmes leurs animaux, d'aller enterrer dans leurs champs. Ça a été une catastrophe humaine, une catastrophe sanitaire. La claustration, ça marche pas. Donc on n'est plus remonté que jamais pour faire entendre ces messages. Vous avez aussi évolué sur le modèle. Vous pensiez au départ qu'il fallait être totalement autonome dans sa ferme, etc. Et maintenant, vous pensez qu'au contraire, il faut dépendre peut-être d'autres paysans, mais à condition évidemment que ça reste local. Oui, tout à fait. Là, on a parlé du réseau pour l'association Sauve qui Poule, qui fonctionne avec toutes les autres assos du territoire français. Mais au sein de l'agriculture, très clairement, on ne peut pas faire toute seule. Tout seul. J'ai essayé de faire ça un petit peu au début. Et non, c'est trop compliqué. On a besoin de cette résilience apportée par le groupe. Je suis installée sur une ferme collective. Mon atelier de découpe, c'est aussi un modèle collectif. Et je pense que l'agriculture de demain sera collective ou ne sera pas. Et c'est aussi ce collectif qui permet de renforcer des liens humains, qui nous donne la force de résister au travers des épreuves, mais aussi de partager des joies très très fortes. Parce que quand on produit de la nourriture, le but, c'est quand même de pouvoir la partager avec beaucoup de joie. Et je pense que ça répond énormément aux aspirations des nouveaux paysans qui vont s'installer demain. Il y a en ce moment une crise démographique dans le milieu agricole. On est 400 000 exploitants agricoles, pour reprendre ce mot que j'aime pas trop. Dans 10 ans, on sera plus que 200 000. Et si on veut cultiver la terre sainement, en France, il faudrait qu'on soit 1 million. Donc il y a un véritable appel d'air en ce moment. Venez à la terre, c'est important. Merci beaucoup Noémie Calais pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir.